Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le coin sport et pop culture. Et aujourd'hui, comme tous les mois, notre petit rendez-vous où je vous parle des sorties VO que j'ai achetées durant le mois de mai. Et on va commencer avec du coup le numéro 9 de Void Rivals et l'Energon Universe en général. Je vais vous montrer en petit bonus d'ailleurs le tome 1 qui est sorti en VF, qui est très très beau. J'ai pris la couverture normale et pas la couverture variante pour une seule raison, c'est que en fait je trouve la couverture normale plus belle déjà. Et en plus de ça, je trouve que les Transformers, même si là il y en a un dans cette couverture là, mais c'est le numéro 9, dans le premier arc de Void Rivals, je les trouve pas vraiment très au cœur du récit. Et la couverture variante, c'est un énorme Transformers, alors que je trouve que celle-ci est beaucoup plus parlante et beaucoup plus en rapport de ce qui se passe. En plus, comme vous pouvez le voir, la couverture est vraiment très belle. Elle est pelliculée un peu. On a l'impression qu'il y a du pelliculage d'argent. Ça rend vraiment très bien. Le dos est vraiment très beau. Comme vous pouvez le voir, c'est plus tout en noir maintenant. C'est vraiment en violet avec une DA très spécifique à ce comics-là. Donc voilà, si jamais vous voulez pas lire la VO, sachez que Void Rivals est enfin sorti en VF. Et du coup, je l'ai acheté parce que j'encourage Urban dans cette démarche-là. Parce que très franchement, le Energon Universe, c'est très très bien. Et normalement, vous allez avoir ensuite Transformers qui va sortir courant juin. Et en automne, vous allez avoir Duke et Cobra Commander qu'on va voir par la suite. Voilà, c'était la petite aparté pour Void Rivals. Le tome 1 est sorti. C'est très bien. Foncez dessus. Franchement, testez. Vous allez voir, c'est vraiment très sympathique. Même pour quelqu'un qui n'aime pas particulièrement Transformers ou G.I. Joe. On enchaîne du coup avec ce numéro 9 qui continue à être très très bien. Je vais continuer à vous montrer rapidement quelques petits intérieurs. Je trouve vraiment en plus que Lorenzo De Felici... Il s'améliore de numéro en numéro. Il arrive à nous pondre certains petits décors, vous voyez, visuels sur certaines planètes, certains univers. Ça continue à être très sympa. Il y a des découpages de plus en plus dynamiques. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, on commence à avoir des apparitions un peu plus régulières de Transformers. Même si, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur le premier arc, c'est beaucoup moins le cas. Et pour le moment, c'est vraiment une très très bonne série. Ça continue à avoir une intrigue au top, avec un rythme très soutenu qui vous donne toujours envie de suivre la suite. Void Rivals, c'est vraiment très bien. Donc, si vous lisez en VO, continuez, c'est très cool. Si jamais vous lisez pas la VO ou que vous êtes pris tard, n'hésitez pas, en VF, ça vient de sortir. Et encore une fois, très franchement, je vous recommande chaudement. C'est une super série SF de Robert Kirkman, le créateur de Walking Dead. On continue donc avec Transformers et son numéro 8. Qui là par contre est du coup écrit par Daniel Warren Johnson et le second arc lui est dessiné par Jorge Corona qui est plutôt proche dans le dessin de Daniel Warren Johnson. Et là aussi on continue sur la même veine, donc c'est un comics vraiment ultra dynamique et avec cette force, j'ai envie de dire, qui est que dans la narration de Daniel Warren Johnson, vous allez passer d'un coup, vous voyez, d'un moment posé où ça parle à la fois beaucoup et en même temps pas trop. Ça vous développe énormément les relations entre les persos, leur évolution, etc. Et des moments où il y a vraiment de l'action d'un seul coup qui commence à démarrer, de la baston, ça se bastonne, ça va de partout, ça va à tous les sens. Vraiment, le récit va à 400 à l'heure. Et vraiment, c'est une grande réussite, je trouve, ce récit de Transformers, qui du coup, pareil, sortira en VF, et je vous le conseille vivement, parce que je vais l'acheter aussi en VF. Parce que très franchement, c'est une super série, à mon grand étonnement. Parce que quand je me suis lancé dans l'Energon Universe, c'était vraiment histoire de se dire, j'aime bien Kirkman, j'aime bien Walking Dead, j'aime bien Warren Johnson, on va tester, voir si c'est sympa. Et franchement, jusque-là, tout est très bon, toutes les séries sont très bonnes. Et en parlant de toutes les séries qui sont très bonnes, on a Duke, qui s'est terminé le mois dernier. Et ce mois-ci, on a Cobra Commander, du coup, qui, je crois, se termine avec ce numéro 5, il me semble, si je dis pas de bêtises, je vais aller voir ça. Il me semble que c'est ça, oui. Et je ne l'ai pas encore lu, donc je ne pourrais pas vous dire si la fin est bien. Mais pour le moment, en tout cas, jusqu'au numéro 4, c'était très sympathique. Et pour vous montrer rapidement des intérieurs, vous voyez, c'est toujours aussi sympa. Et comme vous pouvez le voir, on a des dessins vraiment, à chaque fois, de très bonne qualité. Vraiment, l'Energon Universe, c'est du tout bon. Et ça va sortir, pareil, normalement, début de l'automne. Ensuite, on s'attaque à l'univers Ultimate de chez Marvel. Car comme vous le savez, je suis un vilain garçon qui ne lit pas de Marvel quasiment. Je ne lis que l'univers Ultimate. Ou en VF de temps en temps, l'univers 616, là par exemple, avec Hachette. Je lis les tout premiers comics des années 60. Et c'est plutôt, ma foi, plutôt sympa avec la collection Marvel Origins. Passons, retournons sur Ultimate X-Men et du coup ce numéro 3. Qui du coup développe vachement l'intrigue. C'est vrai que ça va un peu lentement. En fait, c'est assez ambigu parce que vous allez très vite à lire, parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de dialogue. C'est vraiment un comics très visuel, et pour ça, pour le coup, j'aime beaucoup Peach Momoko, parce que je trouve qu'elle a vraiment une narration qui est très visuelle et très dynamique. Mais en fait, ironiquement, cette narration fait que ça va pas si vite que ça. Donc du coup, on se retrouve avec un comics qui met du temps à démarrer. Néanmoins, comme vous pouvez le voir, les dessins sont vraiment super cool, et l'histoire est vraiment sympa, en fait. Même si elle met du temps à démarrer, on voit que Momoko essaye de mettre une sorte de vibe de film d'horreur et de thriller un peu fantastique dans son Ultimate X-Men. Et pour le moment, ça marche vachement bien. L'intrigue, elle commence vraiment à démarrer. On commence vraiment à avoir la hype autour de la révélation. Et
pour le moment, ce troisième numéro, pardon, il est très bon aussi. Donc, encore une fois, c'est du tout bon. Ensuite, on continue avec Ultimate Spider-Man, avec le numéro 5, qui, encore une fois, est une série vraiment géniale. Je pense que tout le monde vous l'a déjà dit. Si vous ne l'avez pas entendu, je vous le redis, c'est vraiment génial. Le numéro 5, pour le coup, là, vous êtes un peu plus sur sur une sorte d'origin story du Green Goblin. J'ai pas envie d'aller trop loin, parce que là, ça va spoiler rapidement. Et ma foi, encore une fois, c'est très bien écrit, c'est très sympa. Le numéro 4 était très lent. C'était une sorte de dîner, de repas un peu entre Peter Parker et le Green Goblin. Mais là, du coup, on a l'origin story du Green Goblin. Donc là, on a vraiment une pause, entre guillemets, dans l'histoire principale. Mais c'est très sympa, encore une fois, et ça continue à être bien. Et même si là, on n'avait pas Keketo au dessin, il revient dès le prochain numéro. On a hâte, évidemment. Et enfin, la dernière série du mois de mai, c'était Ultimate Black Panther et le numéro 4. Qui, elle, par contre, est pour moi la bonne surprise dans le sens où vraiment c'est celle que j'attendais le moins. Et au final, j'aime beaucoup la série. Je suis hypé par son déroulement, par son histoire, par comment ça va se dérouler. Je vais essayer de vous montrer ça. Je vais vous montrer des beaux... voilà. C'est vachement sympa, franchement. Le comic... Ah, des pubs. Ils veulent nous montrer qu'X-Men redémarre. Donc, vous voyez, c'est vraiment très sympa. L'intrigue est vraiment très cool. On a une intrigue un peu de complot dans le royaume. Il y a une menace étrangère qui a un rapport avec Moon Knight et des divinités un peu égyptiennes. Vraiment, c'est une très bonne, à la fois, réinvention et en même temps, j'ai envie de dire, en fait, c'est entre le classique et la réinvention de Black Panther. Ce qui, ma foi, est pas pour me déplaire, parce que comme je vous ai dit, je lis pas trop l'univers 616, et pour le moment, j'aime beaucoup ce que je lis dans Ultimate Black Panther. C'est un récit que je vous recommande, encore une fois, chaudement. Et le mois prochain, on va pouvoir parler du premier numéro de Ultimate que j'ai déjà pu lire, mais suspense pour la vidéo du mois prochain. On a enfin fini l'univers Ultimate, et on arrive avec l'univers où j'ai le plus de comics à vous présenter, qui est l'univers de Spawn. Avec ma série, encore une fois, un peu chouchou, celle que j'aime le plus, avec Gunslinger Spawn, et cette très belle couverture que j'adore. Avec du coup Carlo Barberi qui encore une fois fait du très bon travail, même si c'est vrai que encore une fois depuis que Brett Booth est parti la série, ça a un trait différent, mais je trouve que Carlo Barberi sur ce numéro-là, il arrive à retourner un peu sur le côté gore et punchy qu'avait Brett Booth. Et ma foi, le numéro est toujours très bien, vraiment Gunslinger Spawn à chaque vidéo, je vais vous le dire. C'est disponible en VF dès le tome 1, il y a 3 tomes déjà sortis. Lisez-le, c'est super cool, c'est super chill, c'est un page turner de ouf. Et c'est vraiment très agréable, vous avez passé un super moment de lecture pour moi. Donc vraiment, je vous conseille sincèrement de lire Gunslinger Spawn. Ensuite, on continue avec Scorched, où j'ai pas grand chose à dire, ma foi. À part que c'est toujours Stephen Segovia au dessin et que du coup, c'est toujours très sympathique. Parce qu'encore une fois, toutes les séries Spawn ont la bonne idée de toujours être très bien dessinées. Mais encore une fois, Scorched, c'est un peu plus dur de lire parce que c'est un peu plus mélangé à l'univers. Faut avoir vu un peu qui c'est Spawn, faut savoir qui c'est Haunt, etc. C'est un peu plus dur de démarrage, mais en soi, la série est très bonne si on aime bien l'univers de Spawn en général. Ensuite, je vérifie, voilà, j'étais sûr, parce j'avais reçu 2 King Spawn ce mois-ci, le numéro 33 et le numéro 34, qui du coup sont pas dessinés par les mêmes personnes. Parce qu'au numéro 33, on avait Ravi Fernandez, normalement, si je dis pas de bêtises, c'est ça, Ravi Fernandez, avec du coup vraiment un superbe dessin, comme vous pouvez le voir, vraiment c'était un super numéro, j'avais adoré le lire. C'est une très bonne série aussi, elle s'y est un peu plus, pareil, c'est un peu plus dur de lire, mais c'est faisable quand même. Si vous voulez commencer par King Spawn tome 1, c'est faisable, ça va être un peu, il vous manquera quelques éléments, mais avec le temps, vous allez rapidement rattraper ça. Et par contre, le tome 34, lui, il était dessiné par Jason Shawn Alexander, c'est ça, qui a un trait très différent, un peu plus dark, un peu plus... voilà, je pense que ça se voit. Mais encore une fois, pareil, l'histoire est plutôt cool. Le numéro est un peu plus lent, il y a un peu plus de blabla, mais ça continue à être très très sympa. Je vais passer rapidement sur le Batman Spawn que j'ai réussi à choper parce que Pulp, ils avaient trouvé un surstock quelque part. Du coup, comme je l'avais pas, parce qu'à l'époque, j'étais trop jeune, je me suis dit que je vais l'acheter pour ma collègue parce que j'aime beaucoup Batman Spawn. Donc, voilà, Batman Spawn. Ensuite, on a Spawn, la série principale, le numéro 353. Ça commence à faire, hein. Avec Brett Booth au dessin, et comme je vous le disais tout à l'heure, j'adore Brett Booth au dessin, je suis archi fan de ce dessinateur, alors que je sais qu'il fait encore une fois, souvent, il fait débat en tout cas, alors que moi vraiment je trouve que pour Spawn en tout cas, c'est vraiment son meilleur travail, je trouve vraiment que c'est incroyable ce qu'il fait. Et que ce soit Spawn ou Gunslinger Spawn, même si vraiment Gunslinger Spawn, les premiers tomes, les premiers numéros, je trouve vraiment qu'il est au sommet de son art. J'ai jamais vu des dessins de Brett Booth aussi beaux qu'au début de Gunslinger Spawn. Mais vraiment, c'est une bonne série. Même Spawn, encore, c'est une très bonne série. Elle continue à être vraiment très fun, très dynamique. Elle vous donne envie de la lire tout le temps. Ça va tellement vite à lire, c'est très agréable. Et la couverture, de plus, elle est très très jolie.
Hop, je vais essayer de le déplier. Ensuite, on continue avec les nouvelles séries. Donc, il y avait Sam and Twitch, qui est du coup une enquête qui, ma foi, comme je vous le disais, allait très lentement sur le premier et deuxième numéro. Sur le premier et deuxième numéro, on avait vraiment la relation entre Sam et Twitch. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Sam et Twitch, c'est des inspecteurs de police qu'il y a dans l'univers de Spawn, avec qui Spawn interagit régulièrement. Mais du coup, là, dans ce contexte-là, on n'a pas Spawn, on a vraiment que des enquêtes de Sam et Twitch, un peu comme Gotham Central, si vous voulez. Sauf que bah là, les deux premiers numéros, c'était vraiment basé sur leur relation, sur la manière dont ils se parlent entre eux. Donc c'était un peu longuet. Alors que là, le numéro 3, du coup, il va un peu plus dans le dur, quoi. Avec Simon Kudranski au dessin, qui en soi est un dessinateur que j'aime pas beaucoup. Sur Spawn, je l'aimais pas beaucoup. Faut dire que je trouvais qu'il rendait Spawn vraiment ultra dark pour rien, mais pas dark dans le bon sens du terme, genre dark dans le sens où le dessin était noir, tout le temps noir, partout noir, donc on voyait quasiment rien. Mais du coup, pour une enquête policière, un peu plus thriller, un peu plus, lente et posée, je trouve que c'est mieux réussi pour une série un peu moins super-héros. Donc non, pour le moment, Sam et Twitch, surtout le numéro 3, qui est vraiment pas mal. Je vais essayer de vous montrer la dernière page parce qu'elle spoil pas grand-chose normalement, voilà, hop. Elle vous laisse vraiment en haleine, vous avez envie de voir ce qui se passe ensuite. Donc je vais continuer Sam et Twitch, de toute façon j'adore l'univers de Spawn, donc je continue. Et en parlant d'univers de Spawn et de séries que j'aime bien, une série que j'aime bien c'est Rat City. Et le premier numéro je l'avais trouvé un peu lent, pas lent mais je sais pas comment dire, un peu... Ouais, il mettait du temps à se mettre en place. Et le numéro 2 pour le coup il est vraiment très cool, là on arrive vraiment plus dans le vif du sujet. On voit le personnage principal interagir, on voit un peu ce qui se passe avant qu'il se fasse opérer. Qu'est-ce qu'il y a comme autre personne dans ses amis à qui il arrive des choses, et on va commencer à entrevoir ses premiers pouvoirs de Spawn. Et comme vous pouvez le voir, c'est toujours très bien dessiné par notre ami Zé Carlos, et on peut voir du coup la première vraie apparition de notre ami Spawn du futur. Moi je vais l'appeler Cyberpunk Spawn, je trouve que c'est plutôt cohérent. Donc voilà, Rat City numéro 2, toujours très sympa. Et ensuite la nouvelle série avec la couverture variante qui est dessinée par Todd McFarlane en noir et blanc, c'est Monolith. Alors Monolith qui grosso modo est par contre le Spawn SF de l'espace. Et qui est dessiné du coup par Gian Giordano, normalement Valerio c'est ça. Et en gros on se rend compte qu'il y a un Spawn qui s'appelle Monolith, qui a été enfermé en fait dans une sorte de vaisseau spatial prison. Et il va essayer de s'enfuir pour essayer de buter son tortionnaire. C'est un peu bourrin, mais mine de rien, pour une série bourrine, on comprend rapidement l'antagonisme. On est un peu attaché au final à Monolith, ce qui est assez étonnant, parce qu'on est rarement attaché aux monstres d'habitude. Mais ça marche vachement bien, il y a des moments un peu épiques. Et écoutez, le premier numéro est cool, il y en aura 3, c'est une petite série. C'est une mini-série, et pour le moment, c'est bien sympa. On a fini l'univers de Spawn, qui à chaque fois est probablement le moment le plus long de la vidéo. On va maintenant ensuite aller sur les séries Ghost Machine. Car comme vous savez, j'aime beaucoup leur série pour le moment. Avec d'abord, du coup, Geiger qui continue avec son numéro 2. Et c'est toujours aussi topissime. Moi, j'adore les dessins. Je trouve vraiment que ça a un côté épique. Ça a vraiment un côté... Ouais, c'est une sorte de Far West post-apocalyptique avec un personnage qui est une sorte de chasseur de primes baroudeur. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais il a vraiment cet archétype un peu, vous savez, du mec dans le western qui est tout seul, dans le désert, qui se balade et tout ça, qui a un objectif. Bah, c'est un peu pareil. Et les dessins sont très beaux, l'histoire est très sympathique pour le moment à suivre. Il y a un peu une sorte de comic relief partenaire un peu lourd. C'est peut-être moi ce qui me gêne le plus, mais c'est pas non plus vraiment insupportable. Je vous conseille Geiger. Je suis juste dégoûté parce que je voulais pas cette couverture, mais il n'y avait plus la couverture d'Ivan Rice. Tant pis pour moi, j'avais qu'à être plus rapide sur le site de Pulps. Le deuxième numéro, c'est Redcoat. Et là, pour le coup, j'avais bien aimé le premier numéro. Je trouve le deuxième un peu moins bien. Je trouve le rythme un peu plus en dedans. Je trouve qu'il se passe pas grand-chose à part vers la fin. Et même vers la fin, enfin, je trouve ça un peu fouillis en fait. Et en plus de ça, je trouve le personnage pas très attachant. Il a pas grand-chose de badass ou de quoi que ce soit. Mais en plus de ça, il est pas particulièrement attachant, même par sa personnalité, je le trouve juste un peu antipathique, au fur et à mesure de ce numéro-là, en tout cas. À voir plus tard. Mais là, pour le moment, le deuxième numéro, il m'a un peu plus déçu. Donc, c'est pas nul, hein, mais c'est en tout cas, voilà, à voir plus tard. Et là, par contre, on rentre sur la série Masterclass, pour le moment, la pépite que j'adore. Rook Exodus, c'est génial. C'est un mélange d'univers post-apo, mais dans un post-apo verdoyant, où la nature, elle serait complètement partie en cacahuète. Avec un personnage qui pète la classe, enfin des personnages qui pètent la classe avec elle qui est un personnage secondaire, mais avec Rook qui est un personnage principal. Il y a des animaux dantesques, il y a des combats dantesques. Et en même temps, tous les personnages sont un peu émouvants, ils n'ont pas tous les mêmes objectifs alors qu'ils vivent au même endroit et ils comprennent les mêmes, enfin,
et il voit les mêmes problèmes. Mais si vous voulez, entre Rook et du coup ce personnage qui s'appelle Direwolf, bah ils n'ont pas la même logique et la même réponse à ça. Et donc vraiment, je vous conseille sincèrement, c'est super cool, c'est super bien dessiné. En même temps, Jason Fabok, c'est vraiment de la frappe à dinguerie. Vraiment, Roku Exodus, c'est top. Je sais pas du tout qui va éditer les séries Ghost Machine en France, mais franchement, Roku Exodus, éditez-le en gigantesque. Hein. Si c'est Urban, éditez-le en format Urban, hein, soyez pas cons. Hein, parce que là, il y a du il y a du potentiel de malade. Hein. Franchement, Roku Exodus, c'est archi top et graphiquement, c'est une claque. On a vite fait fini du coup Ghost Machine et on va maintenant passer aux séries DC. Hein, donc, avec toujours une des meilleures séries selon moi dans les Big Two en ce moment, hors Univers Ultimate. Et après, il faut dire que je lis pas beaucoup de Marvel, donc bon, en vrai, une des meilleures séries DC si vous préférez en ce moment, c'est Poison Ivy qui continue à être vachement bien. Avec cette fois-ci, on échange Marcio Takara qui fait une petite pausinette pour nous faire... alors attention, où est-ce qu'il y a les crédits? Il n'y a pas les crédits, au secours. Bon, il n'y a pas les crédits, donc je n'arrive pas à voir. Je sais que c'est Heining, du coup, parce que bah, c'est marqué là. Après, ça arrive prianto à la couleur. Mais du coup, comme vous pouvez... excusez-moi. Comme vous pouvez le voir, c'est toujours très proche du dessin qu'avait Marcio Takara. Et je trouve ça vachement stylé. L'histoire en elle-même, elle continue d'avancer. On continue de voir Poison Ivy qui continue à partir dans sa décadence de ses pouvoirs et de son apparence, etc. Tout en ayant toujours son parcours psychologique, philosophique sur la place de l'humanité, qu'est-ce qu'elle doit faire, comment elle doit réagir. Et même elle, sa psyché qui change par rapport aux expériences un peu moroses et tristes qu'elle a. Vraiment, Poison Ivy, on est au numéro 22, et pour le moment, je trouve ça toujours aussi sympathique à lire. Pareil, ça existe en VF, je vous le conseille, c'est vraiment super bien. Et c'est très stable. Il n'y a pas vraiment de numéros où on se fait énormément chier. Il y a quelques numéros où Marcio Takara... il est un peu en deçà, je trouve, au niveau du dessin. Mais par contre, en soi, le récit en lui-même, il reste très intéressant à suivre. Ensuite, là, je serais beaucoup moins sympathique, parce que du coup, on continue avec Batman de Zdarsky et de Jorge Jiménez au dessin. Et en soi, Jorge Jiménez au dessin, ça m'énerve un peu pour lui, parce que il se débrouille très bien, le bougre. Il fait des très bons dessins, c'est très agréable à suivre. On a envie de lire la suite juste pour lire ses nouveaux dessins, qui sont tous très stylés, comme vous pouvez le voir avec ce Robin, par exemple. Alors vraiment... dites-moi dans les commentaires, hein, parce que peut-être que je suis le seul, hein, mais vraiment le run de Zdarsky, je pense que, à moins qu'il y ait vraiment une sorte de run, d'arc ou de moment qui est vraiment exceptionnel, à la fin ça va partir en vente. Hein. Soit en vente, voire même en don, parce que moi souvent les comics VO, quand je les aime pas, à la fin je donne les arcs dans ma boîte aux livres, parce que je sais qu'il y a des jeunes de ma ville qui lisent. Mais moi, le run de Zdarsky, franchement, je l'achète vraiment histoire de dire que j'aurais tout lu, comme ça je pourrais le juger honnêtement. Mais enfin, il y aura clairement pas de vidéo du Batman de Zdarsky sur la chaîne normalement, parce que je le trouve vraiment pas terrible, quoi. Je trouve pas ça nul, hein. Et encore une fois, sur le dessin, il n'y a rien à redire. Hein. Jorge Jiménez, il se démerde vraiment super. Hein. Mais, oh la chienlit. Ensuite, on va passer du coup avec l'event qu'il y a dans l'univers Superman. Avec du coup Superman Action Comics, comme vous pouvez le voir. On voit le chapitrage de l'event ici avec 2,5 et 3. Donc il faut d'abord lire ce Superman avant ensuite de lire cet Action Comics. Et ma foi, écoutez, j'ai pas encore lu. J'attends d'avoir tout l'event. Vous voyez, il y a aussi Superman 14. J'attends d'avoir tout l'event d'un coup pour tout le lire. Et ensuite, une fois que j'aurai tout lu, je vous ferai un retour dans le mois où j'aurai tout lu. Donc, pour le moment, juste je collectionne l'event qui, ma foi, je pense, va être très sympa. Ensuite, on continue avec une série dont je vous fais les louanges tous les mois. Parce qu'encore une fois, quand je l'ai acheté, c'était vraiment au pifomètre. Et que du coup, tous les mois, je la trouve très sympa. C'est la série Outsiders, qui est pour moi une sorte de série Batwoman, hein, déguisée. Parce que Batwoman est un personnage vachement important dedans. Mais dans ce numéro 7, d'ailleurs, un petit peu moins. Et je vous le conseille parce que franchement, Robert Carré au dessin, c'est très sympa. L'alchimie entre tous les persos est vraiment bonne. Et encore une fois, chaque numéro vous raconte vraiment une vibe différente, une haleine différente, une colorimétrie même différente. Et vraiment, je vous encourage, je pense pas que ça sortira un jour en VF, hein. Mais si vous aimez bien la VO et que vous avez raté le début, si un jour ça sort en TPB, vraiment lisez-le. Outsiders, c'est top, c'est vraiment rafraîchissant dans le sens où c'est des personnages pas très connus, des histoires un peu alambiquées, un peu originales, et chaque numéro a vraiment une ambiance différente, donc vraiment c'est grave intéressant à lire. Donc Outsiders, bah allez-y, franchement c'est super cool, je vous le conseille vivement. Ensuite, on continue la série Titans de Tom Taylor. Avec des gens qui aiment, d'autres qui aiment pas, d'autres qui trouvent ça génialissime, mais en général, ceux qui aiment pas, ils disent que c'est vraiment très nul. Bah moi, écoutez, je trouve ça très bien. Je trouve ça pas exceptionnel, surtout par rapport à ce que fait Tom Taylor à d'autres moments.
mais je trouve ça très bien. J'aime beaucoup l'alchimie pareil entre les personnages, je trouve les arcs plutôt bien. Et en plus de ça, moi j'adore Nightwing si vous voulez, donc du coup ça doit sûrement jouer. Mais vraiment, c'est un super récit. Je saurais pas quoi vous dire d'autre en vrai, parce que sinon j'ai pas trop envie de vous spoiler l'histoire principale et de vous montrer trop de pages. Mais Titan, c'est vachement bien. Et j'adore la couverture de Chris Samney, voilà. Je trouvais plus son prénom. Et enfin, la dernière série d'essais, qui est une série un peu compliquée en vrai à juger, hein, je vous avouerai. C'est la série Wonder Woman que je continue à lire de Tom King et de temps en temps de Daniel Sampere et de temps en temps non. Compliqué pourquoi? Parce qu'en fait, selon les numéros, c'est soit très très chiant à lire, soit très très sympathique à tourner les pages. Donc je m'explique. C'est que, normalement si vous suivez mes vidéos, vous comprenez de quoi je parle. C'est que, de temps en temps, pour une raison qui m'échappe, Tom King, il veut faire parler ses personnages. Mais genre tout le temps, beaucoup trop. Et de temps en temps, on a des planches sublimes. Et en fait, je sais pas comment expliquer, j'essaye de pas trop m'éparpiller, mais en fait, si vous voulez, c'est pas que c'est nul ce que ça raconte. C'est juste que ils ont pas besoin d'en dire autant en fait. En soi, on comprend ce que Diana elle veut faire sans qu'elle ait à parler. On comprend ce que les personnages pensent sans qu'ils aient à parler dans beaucoup de moments. Et du coup, c'est vraiment très désagréable cette impression de comme si, vous voyez, ce meilleur ami qui dans une conversation à table, dès qu'il y a un blanc, il peut pas s'empêcher il veut pas qu'il y ait de blanc, donc du coup il parle pour meubler. Mais en fait voilà, ça, je viens de trouver le mot. Ça meuble en fait. On a l'impression qu'il veut meubler. Alors qu'en soi, le récit est très cool. Enfin, ce que ça raconte, c'est très cool. Ça veut vraiment raconter un message. Ça a vraiment quelque chose d'intéressant à raconter. Il y a des planches de Sampere sublimes. C'est pour ça que je me suis arrêté sur celle-là, parce que franchement, elle est vraiment très belle. Mais encore une fois, même le découpage, c'est très dynamique. L'histoire est cool. Il y a de la baston, mais en même temps, il y a des moments un peu plus posés. Il y a plusieurs personnages de l'univers d'ici qui arrivent. Donc, en fait, Wonder Woman, c'est compliqué. C'est sorti en VF, je crois que ça s'appelle Wonder Woman hors la loi, il me semble. Donc, moi, je vous le conseille en vrai. Au début, j'ai eu énormément de mal avec le run. Hein. Je le trouvais très très chiant, genre très très bavard et ça me gonflait. D'autant plus que Daniel Sampere fait un travail exceptionnel. Et ça, je tiens à le dire. Hein. Sur cette série, le travail de Daniel Sampere est exceptionnel. Et c'est d'autant dommage du coup que dans certains numéros, c'est beaucoup trop bavard et ça gâche parfois, à mon sens, certaines planches. Mais très sincèrement, si vous vous accrochez, et même d'ailleurs, si vous aimez bien les comics bavards, hein, ce qui existe, hein, il y a bien des gens qui adorent les X-Men de Claremont, alors que moi, par exemple, je trouve ça énormément bavard. Mais très franchement, si on passe outre le côté très bavard, surtout des premiers numéros, du 2 et 3 notamment, et vous allez bien aimer la série, parce que franchement, c'est une des meilleures séries de Wonder Woman que j'ai eues, donc au final, je vous la recommande. Ensuite, on passe sur Dawn Runner, qui du coup va sortir en fin d'année chez iComics à un prix encore exorbitant. Et d'ailleurs, je fais jamais de vidéos coup de gueule, ou comme je vous dis, j'essaye de pas faire des vidéos négatives. Mais bon, c'est dans cette vidéo-là, aussi j'ai des choses un peu à dire de temps en temps, je le dirais. iComics, faut arrêter. Hein. Moi, je vous aime bien, hein. J'adore Sullivan, hein. C'est un mec qui a l'air super sympa. J'ai suivi tous les Tortues Ninja depuis le début, j'ai acheté tous les cartonnés. J'ai acheté toutes ces éditions indépendantes qu'il y avait avec des Savage Shores, Alienated et tout ça. Mais enfin là, faut arrêter, enfin, je veux dire... on ressort Lock and Key à 5 balles plus cher que l'ancienne version qui était sortie en cartonné, alors que cette fois elle est en souple, alors que moi j'ai déjà l'omnibus en plus, donc ça s'adresse pas à moi, mais bon, enfin je veux dire, à un moment donné, là vous avez Dawn Runner qui va sortir, très franchement, ils vont le sortir, il me semble, dans un format normal à 30 balles, je crois, ou 25-30 balles, je vais préciser, je pense, quelque part, et ils vont ressortir en grand format dans un prix super cher, alors que je veux dire, non mais Mazette, c'est Evan Kagel au dessin. À quel moment vous vous dites, on va pas faire juste, comme Urban l'aurait fait, je pense, un grand format, voilà, style BD, comme ils ont fait pour Les Affamés du Crépuscule chez Delcourt. C'est pas encore sorti, donc je suppute, mais normalement, c'est ce qu'ils ont fait. Je veux dire, la série est sublime. Sortez-moi ça en grand tout court. Pourquoi faire un petit format qui va coûter super cher en plus? Tout ça pour nous obliger, en fait, à payer plus cher pour un grand format en se disant « Ah ouais, mais quand même, il y a une plus-value, c'est pour ça qu'on paye plus cher. » Non. En fait, le prix de base du comics normal, ça devrait être le prix du grand format. Enfin, je veux dire, quand on voit 404 comics qu'ils arrivent à faire comme ouvrage, et le prix, vous allez pas me dire que Dawn Runner, ça va pas... Franchement, moi, je suis sûr que ça peut faire un carton au rayon BD, quoi. C'est que s'ils le mettent à un prix raisonnable, en grand format, avec même un petit dos toilé ou simili-toilé, vous voyez ce que je veux dire? Ça va faire un carton. Alors que là, vous allez du coup, pour moi, encore une fois, être prohibitif, quoi. C'est, enfin, je veux dire, c'est comme Kali. Vous voyez, Kali, par exemple, j'aurais bien voulu le lire, mais 25 balles, c'est trop cher. 25 balles pour un petit bouquin enfin, c'est trop cher. Même Panini, c'est pas aussi cher, alors que parfois, ils font des délires, des dingueries aussi avec Mark Millar.
Non, moi, bref. Pour revenir sur Dawn Runner, c'est une très très bonne série. C'est très dans la vibe Pacific Rim, évidemment. Pacific Rim et un peu... ah là là, qu'est-ce que je raconte? Et Evangelion, voilà. Pacific Rim et Evangelion, c'est dans cette veine-là un peu. Mais vraiment, les dessins sont sublimes. Et il y a quand même quelques petites spécificités dans cet univers-là qui fait que vraiment, c'est un comics vachement sympa à lire, déjà, dans son récit. Et c'est très très beau. Et les bastons sont giga stylés. Et vraiment, Evan Kagel, c'est de la turbo dinguerie au dessin. Vraiment, c'est incroyable. Pour moi, ça aussi, c'est des bouquins... Pour moi, c'est même pas dénaturé, si vous voulez, le format comics. Genre, je comprends que des gens soient attachés à ce format-là. C'est juste que si tu le sors dans ce format-là, tu peux pas me dire de payer plus de 25 balles. Genre, il y a un minimum de respect du lecteur, si vous voulez. Moi, on peut me dire ce qu'on veut. Excusez-moi, ça a coupé. On peut me dire ce qu'on veut. On est une petite boîte indépendante, c'est compliqué, les finances, tout ça. Alors, très franchement, je veux dire, même si on va me dire, vaut mieux le sortir à ce prix-là que pas le sortir du tout, bah moi, je suis pas d'accord, en fait. À un moment donné, entre arnaquer les gens et se dire ils vont quand même acheter parce qu'ils aiment, ou ne pas le sortir parce que justement on a un minimum de respect et qu'on se dit ça sert à rien de le sortir parce que ça nous coûtera trop cher et ça coûtera trop cher aux gens, bah sortez-le pas en fait. Parce que là, ça mérite d'être dans un beau format, accessible à beaucoup de monde. Je dis pas de le mettre à 15 balles comme Urban a fait avec Knives Out on the Lake, mais un minimum. S'ils peuvent mettre un Knives Out on the Lake à 15 balles, en grand format, justement, en partant du principe que ça va beaucoup se vendre, vous n'allez pas me dire que vous pouvez pas mettre Dawn Runner à 25 balles en format BD, en grand format, quoi. Enfin bref, fini du coup de gueule, je suis désolé, j'arrête, promis. C'était le coup de gueule de la fin. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à le dire en commentaire, parce que j'ai pas l'habitude de dire des choses négatives, donc voilà. Et on termine du coup avec The Last Mermaid, qui à mon avis ne va pas sortir en VF, et c'est bien dommage parce que c'est une très très bonne série, qui va continuer longtemps je sais pas, mais je suis content de savoir que la série continue jusqu'au numéro 6, pour le moment c'est annoncé sur League of Comics Geek. Mais bah écoutez, j'adore cette histoire, je sais pas comment vous expliquer, pareil c'est très graphique, ça a peu de dialogue, mais on est très vite pris dans l'histoire, on aime beaucoup cette petite sirène, on va voir si elle va s'en sortir, on veut voir si elle va réussir à se dépêtrer et à trouver ce qu'elle cherche. Comme vous pouvez le voir, c'est très beau. C'est un côté graphique très particulier. C'est ni manga, c'est pas vraiment comique, c'est vraiment Derek Kirkman, je trouve. Il arrive à... Je sais pas comment expliquer. C'est un peu une vibe CGI, mais pas vraiment non plus. Je sais pas si en regardant les images, vous voyez ce que je veux dire. Je trouve que les personnages ont des têtes très lissées, très manga CGI bizarre, mais je trouve que ça a vraiment une âme, du coup, un côté graphique très particulier que moi j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup le découpage, et comme vous pouvez le voir, en plus, le format est très sympa. C'est un petit format un peu à la Black Label, un peu plus petit. Et vraiment, The Last Mermaid, c'est très sympa. Si jamais ça sort en TPB pareil, bah, je vous le conseille vraiment, parce que je pense que ça va être une bonne expérience graphique, et qu'en plus de ça, l'histoire est vraiment très sympathique, très mignonnette. C'est pas du tout mignon dans le sens chiant. Enfin, pas chiant, mais... dans le sens, oh, gousi, hein. C'est mignon dans le sens, vous suivez un personnage qui est très attachant, qui est très kawaii, comme on dirait au Japon, mais qui a vraiment un parcours, une sorte de... Ouais, un parcours de survie, quoi, qui est vraiment très sympa. Donc, vraiment, The Last Mermaid, je vous conseille. Et c'est enfin fini. Je vous remercie vivement de m'avoir écouté jusqu'ici, parce que c'était long. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, bah, je vous remercie vraiment. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de toutes ces séries-là, s'il y en a que vous n'avez pas lu, si d'autres que vous en avez lu. Si vous les avez lus et que vous n'avez pas le même avis que moi, bah, écoutez, c'est avec plaisir. N'hésitez pas à me dire pourquoi et comment. Et si vous avez aimé des séries que j'ai pas aimées, ou que vous n'avez pas aimé des séries que j'ai aimées, n'hésitez pas, parce que moi, j'adore savoir comment les gens pensent. Et surtout, j'aime bien, sans me remettre en question, mais comprendre juste les points que les gens n'aiment pas, que peut-être moi j'ai aimé. Vous savez, par exemple, Gunslinger Spawn, moi j'adore le fait que c'est page turner, que ça veut pas raconter des choses incroyables sur la vie, et que c'est ultra fun à lire. Mais les gens qui, par exemple, n'aiment pas ce genre de récit, j'aime bien comprendre pourquoi. Est-ce que c'est vraiment juste parce que vous trouvez que c'est con, ou juste parce que vous, c'est un ressenti qui fait que, bah, avoir un récit qui vous raconte pas quelque chose, c'est... Enfin, qui vous raconte pas quelque chose un peu, une sorte de message, de philosophie ou quoi, bah, ça vous intéresse pas. En tout cas, voilà. Je cesse de bavarder. Je vous remercie. Je vous souhaite à tous une bonne journée, matinée, après-midi, soirée, selon le moment auquel vous regardez cette vidéo, évidemment. Encore une fois, le rythme va être un peu plus bas durant l'été parce que, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, j'ai adopté un petit chiot et malheureusement, c'est lui qui me prend la plupart de mon temps. Et du coup, en tout cas, je vous remercie vraiment à tous de continuer de me suivre dans cette petite aventure YouTube, sans prétention. Et je suis toujours très heureux tous les mois de venir ici et de vous présenter mes achats et de temps en temps de vous faire des vidéos sur les comics que j'ai aimés, parce que le but, c'est de montrer que le comics c'est cool. Donc je ne ferai toujours que des vidéos pour vous dire ce que j'ai aimé. Sur ce, tchuss!